l'homme est à terre. Ah oui. Est-ce que tu veux l'enfoncer encore plus? C'est ça que tu veux? Moi, je dis non. C'est tout. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de voir ça. Quelques années, t'as 12 ans. Exactement. T'as 12 ans, t'es en vacances. C'est ça. Et on sait pas comment. T'as l'idée de créer un compte Twitter pas comme les autres. C'est quoi? Exactement. En fait, je m'ennuie en vacances. Ouais. J'ai 12 ans, donc le premier réflexe pour un enfant de cet âge-là, c'est d'aller voir sur Twitter si Jean-Luc Reichmann a un compte. Non, pourquoi Jean-Luc Reichmann? Non, parce qu'en fait, non. Plus sérieusement, en fait, je m'ennuie complètement. Et à l'époque, il y avait beaucoup de comptes parodiques de plein d'animateurs. Bien sûr. D'accord. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais partir sur Jean-Luc Reichmann. Ouais. Mais par contre, ce qui est important de préciser, c'est que dès le début, la première seconde où mon compte est créé, il y a écrit dans ma biographie compte parodique. Ouais, voilà, à aucun moment ma volonté, c'est de me faire passer pour lui vraiment à 100% comme de l'usurpation. Les gens ne voyaient pas compte parodique tout de suite, donc ils ont pas. Non, en fait, les gens, moi en fait, j'étais stupéfait parce que même à l'époque, je me dis, enfin même moi à 12 ans, je vois un compte, je vois Jean-Luc Reichmann qui dit. Qui est en train de préparer une paella et qu'il est dévasté parce qu'elle est tombée au sol, je commence quand même à tilter que c'est pas forcément le vrai compte. Non, mais ça peut passer, hein, je te jure. Ouais, bah ça peut passer et le fait est que c'est très bien passé. Enfin, j'avais même dit à un moment que Jean-Luc Reichmann allait se lancer dans la musique et qu'il allait faire une chanson sur son petit toutou armoricain qui s'appelait Bobby. Enfin, à 16 ans, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, de très mature. Il paraît que même nous, on a repris un tweet de toi. Bah en fait, oui, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, Jean-Luc Reichmann est venu sur le plateau. Ouais. Et ce soir-là, en fait, j'étais à table, j'étais en train de manger et tout, et puis mon téléphone, il se met à vibrer, mais vraiment. Et je vais sur Twitter, et je vois j'ai 14 000 abonnés d'un coup. Je me dis, c'est beaucoup. Ouais. Et je vais dans les notifications et je vois des messages qui apparaissent. Et vraiment, à peine j'actualise, il y en a 3-4 nouveaux. Et tout le monde me dit oh là là, merci beaucoup Cyril, il est trop gentil de t'avoir fait de la pub. C'est énorme. Oh, j'adore votre duo, vous êtes mes deux présentateurs préférés. Oui, alors, Jean-Luc vient de se mettre sur Twitter, Jean-Luc Reichmann. Il a son compte, les chéris. Il est, je crois, 5000 followers. J'aimerais qu'on arrive à 30 000 avant la fin de l'émission. Tu penses que c'est possible? Allez, on y va. Je pense que c'est possible. Ah ouais? C'est possible, 30 000. On va voir, on fera un point dans un instant. Alors, donc, on a mis ton compte. Donc, Cyril, merci beaucoup déjà. Ah oui? Merci beaucoup, parce que du coup, à ce moment-là, j'ai pris à peu près 12-13 000 abonnés, je pense, dans la soirée. J'avais fait un tweet. J'avais dit bonjour à tous, voilà, je vous révèle la vérité. Je suis un enfant de 13 ans et demi qui voilà, a juste créé ce compte. Ça prend une ampleur de fou, mais voilà, je ne suis pas Jean-Luc Reichmann, je suis un enfant de 13 ans et demi. Je me suis dit, voilà, c'est terminé. Et là, tout le monde me répond. Mais quand je dis tout le monde, c'est une quarantaine de personnes. Mais non, Jean-Luc, ne vous rabaissez pas, vous n'êtes pas un enfant de 13 ans et demi, vous valez pas mieux que ça. Et les gens commencent à me répondre ça. Et 2-3 semaines après, il y a l'émission, il y a TPMP qui passe et je gagne 14-15 000 abonnés. Là, je me dis, bon, voilà, c'est parti, là, je continue. Hein. Et on m'a proposé de faire les 12 coups de midi. Et moi, j'ai directement pensé à ce qui s'était passé justement pendant l'émission, enfin ce qui s'était passé avant avec mon compte Twitter. Je me suis dit, c'est trop marrant, il faut que je le fasse. Et du coup, je participe à l'émission. Évidemment, il ne sait pas que c'est moi. Et d'ailleurs, il me pose une question sur les réseaux sociaux. Il me demande est-ce que je suis branché sur les réseaux. Et à ce moment-là, je réponds énormément avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Parce qu'au fond de moi, oui, lui ne sait pas pourquoi je suis très branché sur les réseaux, mais moi, je sais pourquoi. On est dans la merde, tout simplement. Et moi, je pourrais pas travailler 2 ans de plus, hein, c'est pas possible. Là, actuellement, j'ai 47 ans. Je me lève, les doigts, ils sont paralysés le matin. Parce que vous savez, on pince. D'accord. On a les coudes, on a des fourmis, les genoux, les chevilles. La pénibilité, chez nous, elle est juste importante, très importante dans beaucoup de métiers, mais là, je parle du mien. Je vais vous montrer la situation catastrophique à Paris, regardez. Voilà, regardez. Regardez dans le 12e arrondissement aussi, j'aimerais qu'on mette la vidéo, regardez. Ça permet de voir à quel point ils sont essentiels. C'est incroyable, regardez. Alors moi, ça me choque, mais c'est notre seul moyen de pression. Tu t'y promènes dans Paris. Avec cette réforme, on veut nous vendre de la merde. Ben nous, on va laisser la merde sur le trottoir, simplement. Qu'est-ce qui peut... Là, parce que là, Nelly, on va en parler dans un instant, mais c'est catastrophique, là. Moi, j'ai juste une question. Tous les arrondissements à Paris n'ont pas le même sort. Non. Les arrondissements qui sont avec des éboueurs privés... Non, même en France, c'est-à-dire qu'en France, Oui, mais moi, je voudrais savoir, la pénibilité pour les éboueurs privés, c'est la même que pour la vôtre. Pourquoi ils sont pas en grève ? C'est à eux de faire grève maintenant, parce qu'on se bat aussi pour eux. Mais oui, mais pourquoi ils ne font pas la grève ? Parce qu'au niveau financier, c'est compliqué, il ne faut pas croire. Moi, j'ai fait 3 jours de grève. Là, j'ai 225 € de moins sur mon salaire et je vais continuer. Je trouverai des aides, peu importe, mais ce qui arrive plus tard, c'est ça le plus important. On se bat pour nous, mais pas que pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Là, c'est l'avenir de notre pays. Quelle est la solution ? Pourquoi la maire ne réagit pas, Anne Hidalgo ?
Nous, ce qu'on demande, l'opposition, avec Rachida Dati, c'est qu'on demande un service minimum de la collecte de déchets. Pourquoi ? Parce qu'on respecte le droit de grève, mais à Paris, du fait d'une situation qui est complètement dégradée déjà en temps normal en matière de propreté, ça crée des problèmes de sécurité, ça crée des problèmes de santé publique. Si vous voulez, quand vous faites une opération ponctuelle dans une ville qui est propre, qui est bien entretenue, il n'y a pas de problème. Enfin, à la rigueur, c'est compliqué, mais on peut l'accepter. Mais quand vous le faites dans une ville où vous avez déjà 2 fois plus de rats que d'habitants, ça donne beaucoup de monde dans la rue en ce moment. Paris se vide, les classes sont fermées parce qu'il n'y a plus d'enfants, les gens quittent Paris, comme vous dites, à un moment, on n'a jamais vu ça, c'est la capitale de la France, c'est quand même la capitale de la France, mais personne ne veut y habiter. Normalement, tout le monde voudrait y habiter, tout le monde a rêvé d'y habiter. Et elle le vit, à chaque fois, elle s'en satisfait, et elle élude. Moi, je vais vous dire un autre, elle a fait campagne en 2020 en disant je vais doubler le budget propreté pour que Paris soit propre. Non mais c'était pour se nettoyer elle. Elle a acheté 2 fois plus de Tahiti douche. Non mais tout le monde oublie. Enfin je veux dire c'est pas respecter les électeurs de faire ça. J'aime pas qu'on tire sur les gens à terre. Il est déjà pas bien Pierre en ce moment. Je n'oublie pas les victimes évidemment. Bien sûr. Petit bébé de 40 oui il avait 40 minutes en fait. C'est pareil. Bien sûr exactement. Je dis que j'aime pas la lie, j'aime pas la curée, j'aime pas le lynchage. Tu connais la règle des 3 L dans le métier. Tu lèches, tu lâches et tu lynches. Et aujourd'hui, on est en plein lynchage médiatique. Donc c'est pas à nous à juger. Moi, je suis pas juge. Il y a des magistrats pour ça. T'as même dit que t'avais limite envie de l'aider, de le sortir de là. J'ai pas compris. T'as même dit que t'avais limite envie de l'aider, de le sortir de là. Tellement il est mal, tellement on le lynche que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça suffit, ça va. Ça me choque parce que quand vous dites il est mort, je suis désolé, mais il y a un côté quel dommage que les médias parlent de l'affaire. Quel dommage que Pierre Palmade ne soit pas soutenu. Il a pris une voiture en ayant consommé de la cocaïne. On sait tout ça. Il a tapé dans une. Ben oui, mais il est mort. Non, il n'est pas mort. Son avocate fait des démarches, etc. Il aura le droit à un procès. Non, mais il est mort médiatiquement. Oui, mais il a l'air de regretter qu'il soit mort médiatiquement. Je suis désolé. Je ne regrette pas ça du tout. L'homme est à terre. Est-ce que tu veux l'enfoncer encore plus? C'est ça que tu veux? Moi, je dis non. C'est tout. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de voir ça. Fracasser un mec qui déjà est mort, est déjà mort. Voilà, c'est un peu too much. Après, je comprends que ça révolte beaucoup de gens parce qu'effectivement, ils ne comprennent pas le sens de ton positionnement. Dès que tu dis un mot, bien sûr, c'est ça. En revanche, là où dès que tu dis un mot, c'est épouvantable. Et moi, pardon, je trouve pas qu'on en fasse trop. On est très factuel. Il y a un débat en plus judiciaire sur le traitement de l'affaire. Tout le monde n'est pas l'ami de Pierre Palmade. Moi, que ses amis le défendent, ça me choque pas. En revanche, qu'on en parle à la télé, c'est normal. Pardon. Bien sûr. Tu dis que c'est factuel. Je suis pas d'accord avec toi. Ce qu'il a fait, encore une fois, c'est atroce. Quand on parle de sa sexualité, de ce qu'il fait de ses nuits, avec qui il couche, on va au-delà de. Je suis désolé. Pas du tout. Le chemsex, c'est le point de départ. Non, je parle pas du chemsex. Laisse-le finir. Quand on décrit ce qu'il fait dans sa vie sexuelle à lui, qui se tape un mec, 2 mecs, 3 mecs, excuse-moi, c'est son problème. Donc on est effectivement, je suis assez d'accord. Il y a aussi une espèce de ça a aussi un petit peu débordé de l'homosexualité, mais oui, bien sûr, mais arrête, bien sûr que oui. Tous les détails de sa vie, tous les détails de sa vie qui sortent servent le propos. La drogue, ça sert le propos. Le chemsex, c'est le point de départ de l'accident. Pardon, mais je trouve qu'on a un peu éclipsé la pédopornographie pour laquelle il a été certes innocenté. Il n'y a rien, pardon. On a parlé de l'existence d'une vidéo où il regarde une vidéo pédopornographique en disant ça va, c'est ok. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas ok. Qui regarde des vidéos pédopornographiques? Donc voilà. Donc tous ces détails qui sont révélés par la presse, je suis désolé, ils servent l'affaire, ils posent des questions de société et on ne s'acharne pas sur Pierre Palmade. Et moi, ce qui me choque, c'est pas le traitement médiatique de maintenant, c'est le traitement médiatique d'avant. C'était pas prévisible. On avait ce mec qui se baladait sur des plateaux. Encore une fois, on a revu une archive il y a quelques années où il disait au calme, voilà, moi je me défonce, je fais des soirées, je fais du chemsex. Il s'en cachait pas sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Il écrivait, le premier message qu'il écrivait, chemsex. Voilà. Donc ça, c'était normal, c'était cool parce que c'est une célébrité, parce que c'est une star, on dit rien. Et que c'est un écorché vif, évidemment. Donc au contraire, le traitement médiatique de maintenant, il rectifie et il dit aux gens que la drogue, non, c'est pas cool, c'est pas parce qu'on est une star qu'on a le droit de se défoncer et de faire n'importe quoi. La drogue, c'est de la merde, ça tue ceux qui en prennent et ça tue ceux qui croisent le chemin de ceux qui en prennent. Et des spécialistes s'inquiètent de ce phénomène. C'est le concours de baffe. Ah oui.
Il faut surtout pas interdire. Il faut codifier. Ça va rentrer dans l'UFC. Ça va devenir un sport qui va émerger comme le MMA. Mais ça va pas aller aux Jeux Olympiques non plus. Il faut pas exagérer. Non, mais on sait pas. Non, mais c'est sur les réseaux. Tu sais que je pense que ça va être un énorme carton. Bien sûr. C'est déjà un carton, C'est déjà. Et puis, pardon, arrêtez avec, c'est un carton aux États-Unis. Depuis quand les États-Unis, c'est la référence en ce qui concerne. En matière de MMA, c'est là que ça explose et tout ça, Mathieu. C'est pas pour autant que c'est bien. On perd des dizaines, des centaines de milliers de neurones à chaque fois. C'est vrai, c'est très compliqué. Comme la boxe, c'est pas. Au moins, la boxe, c'est beau, ça, c'est moche, en fait. Oui, c'est moins beau que la boxe. La boxe, il y a une sorte de noblesse. On peut esquiver en boxe. C'est un chien guide, monsieur. Non, mais c'est moi. C'est un chien guide, mais il va dans le coffre. Non, mais je peux pas l'abonner. Monsieur, c'est obligatoire. Non, c'est la loi, monsieur. Je suis avec ma petite fille de 4 ans, je dois l'emmener à l'école. Je suis non-voyant, c'est un chien guide. Vous êtes obligé de le prendre, monsieur. Non, je peux pas, la vérité. J'ai l'énergie, je peux pas. Monsieur. Ah oui, mais moi aussi j'ai une allergie au chien, pourtant j'ai un chien. Alors, elle est incroyable cette histoire. Anthony est avec nous et son chien Nepia. Il est 8h45 lorsque vous commandez un VTC sur la plateforme Uber. Vous le faites souvent? Tous les matins, parce que j'emmène ma fille à l'école, et puis également le soir, puisque je la récupère. Vous êtes que avec Nepia ce matin-là? Je suis avec Nepia et je suis avec ma fille de 4 ans, ainsi que sa grand-mère qui a dormi à la maison et que je dois déposer chez elle. Vous signalez avant Uber ou bien vous le faites sur l'appli? Non. Que je suis non-voyant? Non, que vous avez un chien. Que j'ai un chien guide. Non, parce qu'il y a tellement de refus que je lui donne, si je dis ça, la liberté de refuser. Normalement, légalement, il est obligé d'accepter le chien. Hein, absolument. Il y a la loi qui autorise à prendre les transports. Sinon, il y a une amende de 450 €. C'est prévu dans la loi. Il n'a pas le droit de refuser. Et lui, du coup, me dit oui, mais le chien va dans le coffre, pas de problème. Donc, je vais vers le coffre, on ouvre le coffre, il décale un sac, je fais monter Nepia. Et là, il commence à me toucher. D'accord. Non, mais j'ai fait la vidéo, tu me prends. Non, je les prends, il n'y a pas de souci. Vas-y, recule derrière. Ne touche pas. Recule derrière. Ne touche pas. À côté de ça, j'ai ma petite fille de 4 ans qui regarde. Ça, c'est mon obsession. Elle est témoin de ça. C'est bon, je peux y aller parce que ma fille, elle est en retard à l'école. Ah, tu... Non, arrête, s'il te plaît. Tu te calmes. Monsieur, s'il te plaît. Non, je te calme. Tu te calmes. Prends pas le chien de la partie. Elle est restée 60 000 €, s'il te plaît. Ramène, s'il te plaît. Non, monsieur. Arrête, descends. Descends, c'est ma fille, hein. Là, je sais qu'il y a ma fille qui est toujours là, qui regarde. Je me dis surtout, reste calme, reste digne. Et je me dis, elle a déjà quelqu'un qui est en train d'hurler sur son papa, quelqu'un qui est en train d'hurler sur son chien, qui est en train de maltraiter probablement son chien. Donc, ne rajoute pas de la violence à la violence. Il veut appeler la police, il veut porter plainte, il est persuadé que c'est moi qui l'ai agressé. Tout le monde à l'envers. Il faut savoir que ce monsieur a porté plainte contre moi pour violence. Vous avez porté plainte, vous aussi? Oui, j'ai porté plainte. Bien sûr. Au départ, vous allez le chercher, vous ne savez pas qu'il y a un chien? Oui, moi, je ne savais pas parce que c'est l'application. Je n'aimais pas les animaux. En fait, je suis allergique. Alors, on va revenir. Parce que quand vous voyez le chien, vous dites quoi? Moi, je ne pense pas parce que c'est de l'application. Vous voyez que le monsieur est non-voyant ou pas? C'est ça, moi, je suis choqué. Que je trouvais les messieurs avec des téléphones et en train de filmer. Et après, il présentait qu'il était aveugle, il était malvoyant. Voilà, je suis choqué. Comment il est en train de filmer. Vous ne voulez pas le prendre avec le chien? Pourquoi? Non, je suis allergique. Même dans le coffre, c'est parce que dans le coffre. Même dans le coffre. Même dans le coffre. C'est pas toi qui décide. Tu m'entends? Dans le coffre. Tu m'as battu, tu as crédit. Tu veux pas les chiens de la bâtir, d'accord? Tout est filmé sauf les insultes racistes. Hein. Ils n'ont pas été... Si elles ont été filmées. Non, si elles ont été filmées. Il n'y a pas de souci. Tu retournes au pays. C'est raciste. Je l'accepte. Il y a un taxi spécialité pour les animaux. Ah ouais. Justement, voilà. Tu devras en commander un pour toi. Je retourne dans ton pays, pour moi, tu auras fait de racisme. Voilà, bien sûr. Tu vas travailler ici, J'avais demandé à monsieur tout à l'heure pendant la pause s'il y avait eu sanction, il m'a dit il est viré. Bah oui, il a été viré, donc voilà. Ah. Mais c'est pas... Merci Mathieu. Pardon. Non, c'est vrai? Bah oui, il a été viré, il a été déconnecté et je vous rappelle qu'il est présumé innocent. Donc qui fait la justice? Tu te rends compte le mal qu'il fait sur tous les autres VTC qui font bien leur boulot? Est-ce que tu te rends compte d'une chose, s'il te plaît? Bien sûr que je me rends compte et je condamne les faits. Il y a un aveugle devant lui, il est prêt à se bagarrer avec un aveugle. Il y a une gamine de 4 ans, il fout le bordel devant une gamine de 4 ans. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage
engage la responsabilité de mon gouvernement. Mais sur le fond, il faut s'attendre à des jours et des semaines explosives. Parce que là, le gouvernement, en méprisant l'Assemblée, qui est en fait l'Assemblée qui est la représentation du peuple, donc en fait, elle crache la figure, c'est peut-être un mot un peu excessif, en tout cas, elle marche sur les droits du peuple. Et du coup, elle impose quelque chose, un passage en force qui n'est pas le premier. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la 11e fois qu'elle fait passer le 49.3, qu'elle utilise le 49.3 pour faire voter une loi, c'est-à-dire autant que durant les 25 dernières années. Regardez à la suite de ces manifestations, il y en a qui ont mis par terre des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui leur ont mis le feu. Les images sont incroyables, c'est l'image qui a le plus tourné aujourd'hui. Regardez. C'est l'image du jour, on va pas se mentir. C'est vraiment, après l'annonce du 49.3, c'est l'image du jour. C'est incroyable cette image, Gilles. C'est fou. C'est un symbole qui, pour moi, est dévastateur. Je vous le dis franchement, quelle que soit la cause, quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour les grévistes, on ne peut pas brûler des mannequins à l'effigie de personnes reconnaissables. Après, moi, je suis d'accord avec Jean-Mi, je suis très pessimiste. Je pense qu'il y a une telle colère, une telle exaspération, une telle rage, que finalement, les mouvements sociaux, ils s'étaient un peu tassés. Et là, ce 49.3 comme ça, un peu qui vient à la barbe de tout le monde, je pense que ça va remettre le feu aux poudres, ça va remettre du carburant dans les mouvements sociaux. Et effectivement, moi, je pense que ça peut être le chaos. Il lui restait des années de mandat. Il aurait pu faire ça la dernière année. Il l'a fait au plus mauvais moment pour les Français. Voilà, c'était juste ça. C'était après le PGE, Alors après le Covid. justement, il y a des gens aussi qui disent c'est que et en fait, ils le prennent à l'envers. Ils disent, je pense qu'il a fait exprès. Et tu ne réformes pas tout de suite, tu ne réformes plus. Exactement, voilà. Bien sûr. Toute sa vie dans la rue, elle peut être insultée en permanence. Elle fait un truc très impopulaire. Non, mais mine de rien, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, après, on est, voilà, je vous le dis, nous, on comprend les grévistes à fond, mais elle a quand même énormément de courage, cette femme. Non, en direct, regardez ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est en train de partir en cacahuète à la Concorde actuellement. Tu l'as dit en politique. T'as des copies, Grenade. On a pas mal d'images qui arrivent. Voilà, je vous le dis. En fait, je pense que le peuple, les Français, ont l'impression qu'on ne leur parle pas, qu'on ne leur parle plus. Et c'est ça qui les met encore plus dans une colère qui fait qu'aujourd'hui, ils ont envie de rentrer dans un chaos. Et c'est vrai que la retraite, ça, c'est vraiment c'est le sujet. C'est le sujet le plus touchy pour tous les gouvernements. Tous les gouvernements ont voulu faire la réforme des retraites. Jamais personne ne l'a faite parce qu'à chaque fois, c'est extrêmement touchy. Et aujourd'hui, on le voit. Et quand on fait une réforme comme ça, je pense que la première chose, c'est de discuter, d'essayer de l'amener le mieux possible, parce qu'on sait que derrière, ça va amener un chaos qui va être important. Quand on voit des mômes qui manifestent pour la retraite, pardonnez-moi, mais enfin voilà, moi je comprends, mais il y aura 2500 réformes d'ici là quand ils seront à la retraite. Donc je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de trop-plein, de mal-être, d'exaspération. La retraite est un des facteurs, mais en fait, il englobe tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général, et je vous le dis, il y a de plus en plus de gens qui travaillent 9 heures par jour et qui n'arrivent pas à nourrir leur enfant. Donc ça, c'est insupportable. Et là, c'est vrai qu'il faut renouer le dialogue. Il faut désamorcer la colère. Il faut parler aux Français. Entendez Laurent Berger aussi, le secrétaire général de la CFDT, qui est exemplaire, moi je trouve extraordinaire. Et lui, il n'aime pas, par exemple, ces images-là. Il dit que là, ça décrédibilise complètement le mouvement. Pareil, à l'Assemblée nationale, la NUPES, là, qui chante, qui entonne, qui se fout de la gueule de Borne, lui, il dit que c'est détestable aussi. Donc je pense que vous avez raison, il faut le dialogue. Voilà, ça ne fait pas du bien au mouvement. Parce que les Français se sont dit qu'on n'a pas débattu du fond. Exactement. À l'Assemblée, l'Assemblée n'a pas joué son rôle. On n'a pas débattu, on n'a même pas débattu de l'amendement sur les 64 ans. Ce texte-là n'est même pas passé.